Alors, chapitre 2, la phase de préparation. C'est une phase extrêmement importante car voilà, de nombreux critères entrent en jeu. Il faut prendre le temps de se préparer. Je vais vous expliquer comment vous préparer et à quoi il faut faire attention. Mais c'est extrêmement important avant de faire voilà, votre première proposition, avant de signer quoi que ce soit. Il faut que vous soyez sûr de vous. Donc il faut vous préparer. Voilà, ça passe par différentes notions. On va les aborder maintenant. Donc vous devez récolter un maximum d'informations sur le bien et vérifier les informations. Voilà, c'est bien beau ce qui vous dit le vendeur, l'agent immobilier ou peu importe la personne avec qui vous traitez, mais il faut être sûr de la véracité des informations. Donc pour être sûr, il faut demander un document officiel et voilà, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Tant que vous avez un écrit, là vous êtes sûr que voilà, ça fait foi, quoi. Donc il faut demander par exemple la taxe foncière pour avoir le montant précis de la taxe foncière. S'il y a une copropriété, avoir le montant total des charges de copro, votre code-part. Si voilà, il faudra prendre aussi une assurance emprunteur, il faudra savoir à peu près combien ça coûte, même si c'est pas énorme, vous pouvez mettre un chiffre pessimiste comme ça, dès que vous allez vous assurer, si ça coûte moins cher, c'est tant mieux, ça augmentera votre cash flow. Bref, vous devez récolter toutes les informations nécessaires à l'établissement de votre estimation sur les charges. Donc pour ça, vous allez devoir poser des questions précises, récolter des informations précises. Après voilà, si vous voyez du premier coup d'œil que le bien, voilà, ça ne va pas vous intéresser et que vous n'allez pas faire de proposition, ça ne sert à rien de récolter des informations. Mais au début, ça peut vous permettre de créer une habitude. Voilà, même si le bien ne vous plaît pas, vous allez faire une visite, il faut optimiser votre temps. Voilà, le temps, c'est la ressource la plus importante. Vous êtes là à faire de la visite, et ben vous posez quand même toutes les questions, vous récoltez les infos. Moi, je sais que lors de mes premières visites, j'avais un calepin et je notais tout, j'avais toutes mes questions notées. Et en dessous, voilà, je les posais une à une et j'ai noté les réponses. Voilà. Et je vais vous dévoiler par la suite, dans le module, dans le chapitre comment négocier comme un pro, les questions que je posais. Donc vous devrez connaître votre marché sur le bout des doigts. Voilà. Parce que là, on va partir du principe que vous avez un objectif, vous avez choisi une stratégie et maintenant vous savez à peu près où vous voulez investir. Est-ce que c'est proche de chez vous? Est-ce que vous voulez aller dans une autre ville parce que la ville à côté de chez vous est plus dynamique, où il y a plus de potentiel, où il y a plus de rendement à tirer? Donc c'est voilà, c'est à vous de voir selon votre étude de marché où vous voulez investir. Ensuite, selon votre objectif, vous allez choisir quel type de bien vous allez privilégier. Si c'est de l'achat-revente, peut-être que ce sera un terrain pour construire en autoconstruction, donc vous allez privilégier les recherches pour les terrains, donc vous allez en visiter, vous allez vous renseigner. Moi je vous conseillerais d'acheter un bouquin que j'ai acheté, il m'a permis d'avoir quelques notions importantes pour la construction d'une maison, parce que voilà, c'est une construction, il faut pas se louper, quoi. Il suffit que le terrain soit pas constructible véritablement, c'est-à-dire qu'en dessous de la terre on ne sait pas ce qu'il y a, donc mieux vaut bien se renseigner avant de faire quoi que ce soit. Le bouquin c'est Comment construire sa maison, je vous mettrai un lien pour pouvoir l'acheter. Donc vous devrez connaître votre marché sur le bout des doigts. Alors le but de la phase de préparation, c'est grâce à cette phase et avec le temps bien sûr, en faisant des visites, en parlant immobilier, en vous renseignant, en côtoyant des gens qui ont le même vocabulaire que vous allez engendrer de l'expérience. Donc vous développerez des automatismes et vous deviendrez un véritable expert. Voilà. Mais ça nécessite du temps. Il ne faut pas brûler les étapes, il faut laisser le temps au temps. Voilà. Il faut de la patience pour apprendre, comprendre et mettre en application. Après avoir déterminé votre objectif, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous devrez décider de la stratégie que vous allez adopter. Si voilà, votre but c'est de remplacer vos revenus et de quitter votre job,
Je pense que vous l'avez compris, l'idéal c'est de trouver un bien où vous pouvez bien négocier. Donc comme pour les appartements que j'ai sélectionnés, un bien avec des travaux, ce qui va vous permettre d'amortir. Et l'idéal, je vais vous en parler aussi par la suite, si vous voulez optimiser votre fiscalité, c'est de passer en meublé. Il y a d'autres solutions un peu plus compliquées, entre guillemets, mais la plus simple, c'est de proposer de la location meublée parce que vous pourrez amortir votre bien. Je vais rentrer dans le détail par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc il faut que vous soyez un robot. Voilà, vous allez noter vos questions, vous allez faire vos visites, vous allez faire ce brisage de glace, comme on appelle ça le brisage de glace dans le jargon, pour pouvoir mettre le vendeur en confiance, et ensuite vous allez enchaîner. Voilà, ce sera une méthode à suivre pour pouvoir négocier au mieux. Donc il faut que vous soyez un robot et que vous mettiez de côté toutes les émotions, parce que dans l'immobilier, les émotions jouent contre vous. Voilà, vous achetez pas pour vous, vous achetez pour le cash flow, pour le locataire. C'est pas pour vous que vous achetez, c'est pour atteindre votre objectif. Et si votre objectif c'est de remplacer vos revenus et quitter votre job, il faut que vous ayez que ça en tête. Donc pour pouvoir atteindre cet objectif, il faudra suivre la méthode pour pouvoir négocier au mieux et faire partie des investisseurs gagnants. Donc la patience et la persévérance, donc ça fait partie de l'équation. Pourquoi? Parce que en fait, pour obtenir un seul oui, vous devrez recevoir plusieurs non avant. Voilà. Parce que je vais vous dire comment négocier, mais si vous avez un oui tout de suite, soit il y a un vice caché et ils veulent s'en débarrasser, ou soit vous auriez pu négocier plus. Voilà. L'immeuble que j'ai failli acheter, c'est pour ça que ça m'a retenu un peu. J'ai fait une offre audacieuse et j'ai eu un oui tout de suite. Je me suis dit, bon, il y a quelque chose, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à cogiter. J'ai fait une contre-proposition encore plus audacieuse. Ils ont dit non et ils ont remonté un petit peu le prix. Mais ça restait une excellente affaire. Je viens de voir qu'il a été vendu. Ça ne m'étonne pas parce que c'était une excellente affaire. Mais voilà, si vous avez un oui tout de suite, c'est pas bon signe. Voilà. Une négociation commence après un non. Voilà. Après, il y a une manière de faire. Il ne faut pas brusquer le vendeur. Faut être un minimum réaliste dans votre négociation. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Et il faut respecter la personne que vous avez en face, notamment avec l'empathie. Je vais vous en parler par la suite. Il faut de la patience, au moins 10 propositions sur 20-25 visites. Si vous avez 10 propositions, un oui, selon vos critères, et que ça rentre pile poil dans les cases selon votre stratégie et votre objectif, eh ben c'est bingo pour vous. Voilà. Sur ce bien-là, vous allez... En plus, c'est super important, le premier bien que vous allez acheter, parce que c'est celui qui va déterminer la suite. C'est celui qui va vous mettre en confiance, c'est celui qui va vous permettre de réemprunter. Bref, il est primordial, donc il faut de la patience. Mais une fois que vous aurez une capacité financière qui sera amplifiée, là, vous aurez peut-être un droit à l'erreur supplémentaire. Mais là, quand c'est votre premier bien, il faut tout faire pour qu'il soit rentable tout de suite. Voilà. Donc ce oui que vous allez obtenir, ce sera celui de la persévérance et le début d'une belle aventure pour vous. Je vous le souhaite. Donc l'importance du premier achat, je viens de vous en parler. Ça facilite un nouvel emprunt. Dès que vous allez aller voir votre banquier, il va regarder votre bien, comment il se comporte, donc vos charges, vos entrées d'argent. Il va prendre le cash flow que vous dégagez, il va l'incorporer dans vos revenus et ça sera que du positif, que du vert pour votre dossier, pour réemprunter et pourquoi pas augmenter vos investissements, de passer de un appart à deux, ou si vous commencez direct par un immeuble de rapport, augmenter et passer par 2 immeubles de rapport. Il faut d'abord faire ses preuves et ensuite, dès que vous avez la confiance du banquier, là vous pourrez enchaîner. Donc ça détermine la suite et voilà, c'est un excellent apprentissage pour se rassurer. Voilà, c'est comme au foot. Moi voilà, je suis attaquant et c'est vrai que le premier but que tu mets, c'est celui qui détermine la suite. Voilà, moi j'ai eu la chance dans les clubs où je suis passé de marquer tout de suite au premier match, mais c'est ce qui a fait
que j'ai mis déjà les coéquipiers de mon côté, voilà, je leur ai montré que j'étais capable, et ensuite je devais prouver match après match que j'étais la personne qu'il fallait. Pareil avec votre banquier, vous allez faire équipe, donc il faut lui prouver que dès la première transaction, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous faites, et ça passe par différentes choses, notamment la présentation de votre dossier. Il faudra bien le présenter, il ne faudra pas arriver les mains dans les poches, ouais je veux de l'argent et je veux investir comme tout le monde. Non, vous allez montrer que vous faites partie d'une catégorie qui est au-dessus du lot. Voilà. Donc le passage à l'action, même lorsqu'on gagne le SMIC, parce que je parle de ça parce qu'il y en a qui m'ont dit mais moi voilà je gagne pas beaucoup et je peux pas investir dans l'immobilier. C'est faux. Vous pouvez investir même avec un SMIC. Après bien évidemment vous ne pourrez pas acheter tout de suite un immeuble de rapport. Non, on reste dans le même cas de la confiance que vous devez apporter à votre banquier, mais c'est possible. Il faudra commencer petit, mais vous pouvez le faire. Je vais parler de moi avec le recul. Dans mon cas, alors que je venais de quitter l'école, au bout d'une semaine à peu près, j'ai eu la chance d'obtenir un CDI. Voilà. J'ai travaillé dans un centre d'appel et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris directement un appartement en location. Erreur. Voilà, je ne le savais pas, mais voilà, ça faisait partie de mon schéma de vie. Mais je n'aurais pas dû faire comme ça. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû aller voir mon banquier. En plus, j'étais chez mes parents, donc voilà, j'avais pas énormément de charges. J'aurais dû montrer le CDI à mon banquier, lui dire, voilà, vous voyez, mes comptes sont dans le vert, je viens d'avoir mon CDI, je me lance dans la vie active, je venais d'avoir 20 ans, et donc j'ai envie d'acheter un appartement pour vivre dedans. Et donc là, le banquier, voilà, il n'y a pas de raison, vous avez cette capacité d'endettement, ça ne dépasse pas les 33%, pas trop de charges, pas d'emprunt. Donc normalement, le banquier, il va vous suivre. Et au dernier moment, vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de vous dire, oh, tout compte fait, ce bien-là, je ne vais pas le prendre pour moi, je vais le mettre en location. Votre banquier, il ne va pas vous en vouloir. Votre banquier, c'est un commercial avant tout. Lui, il va faire son business. Et vous allez faire votre business. Entre guillemets, vous allez lui mentir, mais gentiment. Vous allez lui mentir pour pouvoir justement emprunter plus facilement. Parce que si vous dites tout de suite que c'est pour un investissement locatif, là il va être, voilà, vous êtes jeune, il va se dire oui, est-ce qu'il sait ce qu'il fait et il préfère prêter pour une résidence principale. Voilà, parce que c'est un toit que vous avez sur la tête et on a plus tendance à payer pour le toit qu'on a sous notre tête qu'un bien en location. Donc voilà, un conseil, si vous avez 20 ans et que vous voulez emprunter, que vous êtes au SMIC, dites à votre banquier que c'est pour habiter dedans. Et au dernier moment, vous changez d'avis. Ensuite, vous faites en sorte d'avoir un cash flow positif. Vous allez le revoir une fois que cette transaction est faite et que le locataire est dedans. Vous allez le voir, tout compte fait, j'aimerais réemprunter pour un autre projet. Pourquoi pas 2 appartements? Et là vous dites, par contre là je vais en mettre un en location et l'autre je vais habiter dedans. Et vous pouvez faire la même chose ou vraiment habiter dedans parce que quoi qu'il arrive, il faut bien habiter quelque part, etc., etc. Et petit à petit, vous pouvez gonfler vos revenus et soit vivre plus décemment en gardant votre travail ou soit remplacer votre travail si c'est votre objectif. Donc, à 20 ans, bien sûr, c'est le moment idéal pour investir. On est jeune, on a l'énergie, on est des explorateurs nés, et donc il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Après, voilà, il faut bien se former pour ne pas faire d'erreurs, pour ne pas se brûler les ailes. Mais l'idéal, c'est de commencer à 20 ans, ou 25 ans, mais étant jeune. Après, il y a certaines personnes qui se réveillent un peu tard, comme les personnes qui approchent de la retraite et qui se disent « Mince, je suis bientôt à la retraite, le système des retraites va mal, il faut que je fasse quelque chose ». Grosse erreur d'attendre le dernier moment. Après, c'est humain de procrastiner tant qu'il n'y a pas une douleur qui est proche, tant qu'on n'est pas au pied du mur, on a du mal à sortir de notre quotidien et de notre zone de confort.
J'ai vu pas mal de monde dans mon métier en tant qu'assureur, aujourd'hui aussi, qui attendent le dernier moment pour investir dans l'immobilier pour justement combler cette retraite qui sera moindre. Voilà, tant que vous êtes jeune, avec de l'énergie, un travail, avec une capacité de financement, utilisez l'argent des autres pour vous enrichir. Et dès que l'emprunt sera terminé, tout bénef. Voilà. Donc, de l'expérience qui vaut tous les boulots du monde. Voilà, ça je le dis souvent parce que là, vous travaillez pour vous. C'est comme si vous étiez chef d'entreprise et voilà, il n'y a rien de mieux. Vous vous levez le matin, vous avez une énergie que vous n'avez pas quand vous travaillez pour un patron, quand vous réalisez le rêve de votre patron. Ça n'a complètement rien à voir. Donc, évitez l'effet montagne russe. Ça, j'en parle souvent parce que le fait d'investir dans l'immobilier, avec bien sûr un cash flow positif, vous pouvez garder votre travail et voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Le marché du travail est amené à être remplacé par des robots, certaines activités, pas toutes. La population augmente, donc en gros, le statut de salarié, la sécurité de l'emploi n'existe plus. Du jour au lendemain, votre patron peut vous mettre à la porte. Donc, évitez l'effet montagne russe, ça veut dire que si vous avez un cash flow positif, eh ben, vous avez un minimum de pouvoir d'achat, de matelas de sécurité. Si jamais votre employeur vous met à la porte, au moins vous avez de quoi vivre en plus des prestations sociales auxquelles vous pourrez prétendre. C'est pour ça que je mets éviter l'effet montagne russe pour éviter de descendre tout en bas en cas d'aléa lié au chômage ou à l'accident ou je ne sais pas ce qui peut vous arriver. En plus, dans les différents prêts, vous pourrez intégrer des assurances en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès. Donc moi je sais que quand j'étais en arrêt de travail pour mon souci à l'œil, j'avais en plus de mon maintien de salaire, j'avais le crédit, ma résidence principale qui était payée. Vous pouvez en prendre aussi pour vos résidences en location, vos maisons, vos appartements en location. Moi, j'en ai pas pris, mais vous pouvez le faire. Donc, ça veut dire que vous avez des protections en plus par rapport aux investissements immobiliers. Voilà. Donc, j'en parlais tout à l'heure, éliminer toutes les émotions. Il faut être rationnel et pragmatique. Vous achetez pour les autres et pas pour vous. Voilà. N'oubliez pas vos objectifs. Achat coup de cœur est égal moins-value. Pourquoi je mets ça? C'est que cette maison que j'ai achetée, je venais d'intégrer Generali. Ça commençait à bien se passer, à bien payer. Et j'avais une idée à peu près de ce que je voulais. Mais je ne m'étais pas formé, vous en doutez bien. J'étais là, au début j'hésitais à faire construire une maison, j'avais fait un devis avec un constructeur, ça coûtait des milliers et des cents, je dis mais non, je ne veux pas payer autant. Donc je vais trouver un bien déjà prêt, où je pourrais rénover un petit peu et le mettre à mon goût. Et là j'ai trouvé ce bien-là, qui m'a tout de suite plu, face à un canal, proche de la ville. Et voilà, j'ai négocié combien vous savez? 2000 euros. J'ai acheté cette maison 128 000 euros. J'ai mis un certain montant de travaux, à peu près 30 000 euros de travaux. J'ai fait une estimation. Tout ce que j'ai mis en travaux, je pense que c'est perdu. C'est perdu pourquoi? Parce que le prix de l'immobilier n'a pas monté depuis 2015. Au contraire, il a un petit peu baissé. Les taux ont continué à baisser. Les gens aiment faire construire, ceux qui achètent pour leur résidence principale. Et voilà, cet achat coup de cœur a fait que j'ai très peu négocié. J'ai dit bon bah vous pouvez baisser un petit peu. Ils m'ont dit on peut baisser à hauteur de notre crédit, 128 000 euros, on ne peut pas descendre plus. Et moi j'avais peur de passer à côté. Et donc j'ai dit bon bah ok, voilà, ça s'est passé comme ça. Alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre un maximum les émotions de côté. Et quitte à passer à côté de cette affaire-là, le plus important c'est de penser à plus tard parce qu'on reste en moyenne 7 ans dans une maison, 7 ans et demi à peu près. Donc quoi qu'il arrive, vous serez amené à soit la vendre, soit la mettre en location. Donc il ne faut pas regarder aujourd'hui, il faut regarder plus loin dans l'avenir, à savoir comment ça va se passer en cas de revente, en cas de location. Donc
coup de cœur immobilier, vous l'avez bien compris, on a peur de négocier parce qu'on a peur que le bien nous passe sous le nez. On achète au-dessus du marché parce que voilà, c'est bien agencé, c'est joli, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est pour ceux qui n'aiment pas faire les travaux, l'emplacement est pas mal, bref, ça répond à vos critères et à ce moment-là, on achète au-dessus du prix du marché. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, cash flow négatif entre ce que j'ai payé et ce que potentiellement je peux obtenir en cas de vente ou en cas de location. Peut-être que je serai en cash flow positif, mais en cas de vente, ça m'étonnerait. Donc après le premier achat réussi, vous aurez le langage d'un investisseur, mais également l'attitude. Parce que c'est important aussi. En tant que commercial, on nous apprend que les 30 premiers mots, les 30 premiers gestes, tout a une importance. Voilà, c'est ce qui va déterminer le jugement de la personne en face. Donc, comment vous allez vous comporter? Est-ce que vous allez sourire ou pas? Est-ce que voilà, vous allez adopter le comportement de votre interlocuteur ou pas? Voilà, il y a différentes choses qui font que les 30 premiers gestes, les 30 premiers mots, tout a une importance. Voilà. Donc il faudra l'attitude de l'investisseur. Donc ça passe par quoi? Ça passe par de la confiance en soi. Vous vous formez, vous êtes capable, voilà, tout le monde a commencé par une base, quoi qu'on vous dise ou quoi qu'on vous fasse, vous êtes une personne extraordinaire. J'en parle dans mon bouquin, je vous le redis, mais la personne qui sera en face de vous, peut-être qu'elle aura un ego surdimensionné, un charisme, mais il ne faut pas oublier ce que vous avez appris et il faudra mettre en application. Donc ça passe par les premiers instants, voilà, il ne faut pas se laisser intimider par les vendeurs en face. Donc l'attitude et les connaissances, vous êtes en train de les engranger. Voilà, vous saurez que c'est faisable après le premier achat, donc ça va encore plus augmenter votre confiance en vous. Vous aurez le langage et là ce sera parti, vous saurez comment préparer votre dossier, comment parler avec votre banquier. Bref, l'univers de l'immobilier n'aura plus aucun secret pour vous. Donc si vous faites des erreurs, c'est pas grave, c'est normal, on ne peut pas se rappeler de 100% de tout, mais ces erreurs-là, il faudra pas les recommencer parce qu'au bout d'un moment, c'est plus une erreur, c'est voulu. Si vous refaites à chaque fois la même erreur, c'est plus sans faire exprès, c'est fait exprès, c'est que vous aimez vous autodétruire, il faudra se remettre en question, reprendre TD mental et essayer de comprendre. Donc si vous faites des erreurs, c'est normal, la perfection n'existe pas. Vous pouvez oublier de poser une question, vous pouvez avoir peur de négocier parce que voilà, c'est nouveau pour vous, c'est l'inconnu, vous sortez de votre zone de confort, c'est normal. Mais il faudra travailler dessus pour éviter de rester bloqué et d'avoir toujours la même attitude ou de faire tout le temps les mêmes erreurs. Voilà. Donc là, si vous êtes toujours au même stade au bout d'un certain temps, il faudra se remettre en question, refaire ce travail sur soi-même et essayer de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Est-ce que vous avez un blocage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que vous avez peur de vous enrichir? Est-ce que vous avez peur d'emprunter? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il faudra essayer de comprendre vos erreurs et vous montrer en puissance lors de vos prochains achats. Donc ce chapitre sur la phase de préparation est terminé. J'espère qu'il vous a plu. On va enchaîner sur l'étude de marché immobilier en France. Comme ça va vous permettre de vous situer comment se comporte l'immobilier en France. Je vous dis à tout de suite pour le prochain cours. Ciao, ciao, ciao!